On va commencer donc. Il y a donc des questions auxquelles on vous demande de répondre. J'espère que vous pouvez voir à l'écran. Oui, merci, je vois. Voilà. Donc, dites-nous qui vous êtes et où vous travaillez. Quelle a été la formation que vous avez mise en œuvre comme projet Teach to Reach? Donc, ce sont des questions pour Ilyassa Ouedraogo. J'espère, merci au modérateur de se manifester pour confirmer qu'il est bien présent et prendre des notes. Quel était votre rôle, Ilyassa Ouedraogo? Qu'avez-vous fait? Comment s'est déroulée la formation? Quels défis avez-vous rencontrés, surtout du fait de la pandémie? Qui ou quoi vous a aidé? Comment avez-vous mis en application ce que vous aviez appris dans Teach to Reach niveau 1 et 2, qu'est-ce qui vous a surpris et quelles leçons en avez-vous tiré? On vous écoute, Ilyassa. D'accord, merci beaucoup. Donc, je suis Ouedraogo Ilyassa, responsable PEV du district sanitaire de Dano au Burkina Faso. Donc, j'aimerais échanger avec les conférenciers sur la formation des responsables PEV et les ICP, ça veut dire infirmiers chefs de poste, sur le remplacement de Rotatech par Rotazil. Ça, c'était le thème de formation que j'ai mené à la suite de ma participation au cours de Teach to Reach. Et mon rôle au cours de cette formation, c'était de faciliter en tant qu'animateur. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, avant la formation, j'ai planifié la formation des ICP et puis les responsables PF séparément, et puis organiser la session de formation là de façon en deux sessions différentes. Compte tenu du Covid, il fallait automatiquement minimiser la présence maintenant de plusieurs participants ensemble. Donc, j'ai fait la session là j'ai fait en plusieurs sessions de 20 personnes, séparément la ICP et puis les responsables PEV. Et également, j'ai élaboré une lettre d'invitation que j'ai transmise à mon MCD qui a signé et puis remettre au ICP où j'ai demandé des informations concernant comment ils conservaient les vaccins, comment ils les commandaient, et également quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans la gestion maintenant des vaccins de routine au niveau de conservation, que j'ai en même temps joint au niveau de la lettre d'invitation. J'ai synthétisé maintenant ces informations et le jour J de la formation, moi j'ai fait maintenant le bilan de ces difficultés et le bilan maintenant de la manière que les gens conservent et puis maintenant commandent les vaccins. Et après, j'ai fait une brève présentation sur les caractéristiques du vaccin et le modèle maintenant, comment on doit l'utiliser. On a beaucoup utilisé des exercices de simulation. Ces exercices de simulation regroupés autour de démonstrations et également des jeux pratiques. Comment il faut monter la seringue, comment il faut adapter le conducteur maintenant au nouveau flacon. Voilà, tout ça, c'était maintenant des expériences pratiques qu'on a menées sur le jour maintenant de la formation. Après ça, à la formation aussi, on a fait après la formation, il y a eu des sorties terrain pour apprécier comment les gens enregistraient les vaccins. Parce que une directive était donnée, compte tenu on devrait faire le remplacement, il fallait notifier à partir de quelle date maintenant on a passé maintenant à l'utilisation de Rotazil maintenant. Et donc, il fallait maintenant notifier ça au niveau des registres. Et on a suivi ça sur le terrain, comment les gens s'y prenaient, comment ils arrivaient maintenant à utiliser maintenant le Rotazil. Parce que le Rotazil, rappelons que c'est un vaccin qui avait plusieurs composants. Le diluant est à part, les seringues d'administration est à part,
et puis maintenant le vaccin à part ou l'adaptateur est à part. Ce n'est pas comme les autres vaccins où bon, c'était uniquement soit déjà conditionné, lyophilisé, ou bien c'était uniquement par injection. Ça, il faut maintenant l'adapter et puis maintenant l'administrer par voie orale. Donc, c'était réellement pratique qu'on a fait la formation. Et sur le terrain aussi, on est sorti maintenant pour voir comment les gens pratiquent. Et également, il y a le système aussi de répartition des participants par zone. Voilà, pour les permettre de faciliter l'apprentissage maintenant par les pairs. Et nous, on a l'avantage maintenant de faire ça par département. Donc, il y a des gens qui sont issus de la formation, ils ont été responsabilisés maintenant de accompagner leurs confrères là, qui seront des problèmes sur le terrain. Quels sont les défis que nous avons rencontrés? C'est toujours le défi d'organisation. Il fallait éviter de mélanger maintenant les ICP et les responsables parce qu'ils n'ont pas le même profil, n'ont pas la même manière de comprendre. Également, il y a le contexte Covid-19 qui fait aussi qu'il ne fallait pas regrouper plusieurs personnes aussi au même moment. Il fallait limiter aussi le nombre de sessions à 20. Il y a également le défi de planification maintenant pour permettre au maximum de participants de manipuler le vaccin qu'ils auront à utiliser sur le terrain. Donc, ça a été beaucoup un facteur parce que au lieu de faire la formation en 2 heures, bon, il fallait faire la formation maintenant en plusieurs étapes où la phase pratique de terrain était priorisée. On était obligé maintenant de chercher un CSPS à côté où il fallait trouver des enfants que les participants, après avoir eu les informations théoriques et démonstrations pratiques là, vont aller directement vacciner. Voilà, c'est les enfants qu'on a déjà identifiés. Donc, ça, en termes de défis, ça nous a beaucoup pris le temps en termes de temps. Et ça a été très, très intéressant parce que tous ceux qui étaient venus à la formation ont pu vacciner un enfant, voilà, sous le regard aussi critique des autres participants et aussi nous aussi en tant que facilitateurs. Et quoi maintenant nous a aidé? Bon, effectivement, on a eu la présentation, on a eu la salle, on a eu maintenant le PEV aussi du CSPS urbain où on a réellement fait la pratique. Il y a également le matériel pédagogique et didactique. Et ça, l'élément le plus important, c'est qu'au cours de la formation, on a déposé sur la table de formation les porte-vaccins avec les iBox conditionnés parce que le vaccin ne doit pas être utilisé avec les iBox formés. Donc, il fallait montrer ça, montrer aux gens la nature de seringue 6 ml là, qui ne contenait pas de seringue où le vaccin ne doit pas être injecté, c'est par la voie orale. Il y a également les drops qu'il fallait montrer aux gens. Et le vaccin aussi, qui différait aussi de ce qu'on avait sur le terrain, qu'il fallait présenter ça. Et le diluant. Donc, on a tout recensé ces éléments importants-là pour pouvoir faire une formation visuelle et pratique. Comment avez-vous appliqué ce que vous avez appris? Donc, ce que nous avons appris, c'est on nous a conseillé vivement de faire une formation centrée sur la pratique où l'apprenant maintenant sera au centre pour lui permettre d'acquérir réellement la pratique, les compétences, habilités nécessaires à appliquer sur le terrain. Et également, on nous a demandé aussi qu'il y a des activités préparatoires où ça permet de mettre en bain le participant, les activités préparatives, et non pas faire uniquement un pré-test, mais les permettre de commencer à s'exercer. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont avoir maintenant le jour de la formation. Et il y a également le fait aussi très important qui est la formation, le mentorat ou le suivi maintenant qu'il fallait appliquer à la fin de la formation. Qu'est-ce qui nous a surpris? C'était la formation était réellement intéressante. Il y avait tellement de l'engouement des participants et ils étaient actifs. D'habitude, maintenant, on les voyait, certains participants manipuler leur portable, rentrer dans Facebook, mais c'était un élément important. Chacun était intéressé maintenant à suivre, puisque c'était la pratique, il n'y avait pas de théorie comme ça.
si tu ne suis pas, ce sera compliqué maintenant de pouvoir comprendre. Donc, ça c'était un élément qui nous a beaucoup marqué. Et les gens ont rapidement compris comment il fallait conserver le vaccin, comment il fallait l'utiliser maintenant et comment on devrait maintenant le transporter pour que la scène de froid puisse être conservée, voilà, depuis maintenant au niveau du service de formation jusqu'à la vaccination. Quelles sont les leçons maintenant que vous avez tirées? Bon, nous avons pu apprécier que, bon, l'adage qu'on disait que les gens n'aiment pas lire, bon, effectivement, c'est une réalité. Les apprenants n'aiment pas lire, j'ai pu confirmer ça. Et c'est la maîtrise technique de l'élément essentiel qu'ils ont besoin pour appliquer sur le terrain là qui les intéresse. Donc, la pratique est l'élément essentiel qu'il faut les offrir. Bon, à travers maintenant des techniques d'animation adaptées, centrées sur des exercices, des jeux de rôle ou des démonstrations, des études de cas et également aller sur le terrain, faire la pratique qu'on a fait. Et c'était tellement très, très, très intéressant qu'on a passé ensemble. Donc, sincèrement, c'est ce que j'avais à partager. Oui, merci beaucoup. Ouedraogo. Rappelez-nous où vous travaillez, votre rôle, quelle ville, quel pays? Je suis le responsable PEV du district sanitaire de Dano au Burkina Faso. Très bien, merci Ilyassa. Donc, je ne vois pas de questions. Donc, pour ceux qui nous écoutent, vous êtes 86 participants à avoir rejoint cette séance. Je vous en remercie. Je n'étais pas sûr si il y aurait quelle serait la fréquentation vu qu'on est face à la séance avec Gavi. Alors maintenant, je vais passer la parole donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou de réagir dans vos commentaires. Il y a eu quelques réactions. Donc, je vais maintenant passer à Ndeye Marie Adama Bassabi. C'est à vous et je demande bien sûr aux autres panélistes de désactiver leur micro. Bonjour, chers participants. J'espère que vous m'entendez. 5 sur 5. Je suis Ndeye Marie Adama Bassabi. Je travaille au ministère de la Santé au niveau du Bénin. Je suis ancienne directrice du PEV et ancien pot focal PEV à l'UNICEF Bénin. La formation que j'ai eu à faire, c'était la formation sur le processus d'analyse et de planification centrée sur la vaccination et l'équité au niveau des zones sanitaires du département du Borgou. Mon rôle, c'était de coordonner la mise en œuvre de la formation au niveau de ces départements en collaboration avec les acteurs de la zone sanitaire. Donc, au niveau, nous avons pu élaborer les thèmes mobilisés nécessaires qu'il fallait, préparer la formation avec les autres formateurs en élaborant l'agenda, l'agenda de la formation, en élaborant les modules de formation, en organisant la formation proprement dite elle-même. La formation s'est déroulée en présentiel avec 50 personnes et 4 facilitateurs. Nous avons élaboré des objectifs d'apprentissage, de pédagogique avant, pendant et après, comme on nous l'a appris au cours de la formation Teach Rich. Et nous avons voulu un peu sortir de comment se faisaient les autres formations habituellement. À la fin de chaque formation où c'était fait de présentations, de travaux de groupe et de sessions plénières, nous faisons une évaluation journalière. Et au cours de cette évaluation journalière de la première journée pour une formation qui devait durer 5 jours, nous nous sommes malheureusement rendus compte qu'il y avait un groupe de participants qui n'avaient pas le même niveau que le reste. Donc, nous avons discuté avec les formateurs, avec le bailleur, pour pouvoir scinder cette formation en deux, en mettant 2 facilitateurs avec 25 participants chacun. Donc, nous avons dû reprendre au cours de la deuxième journée avec les participants qui avaient un faible niveau, les notions apprises la veille, et nous avons pu mettre les gens au même niveau pour continuer la formation proprement dite, comment elle devait se dérouler. Au cours de cette formation, nous avons dû réadapter les outils. Nous n'avons pas prévu avant des jeux de rôle, mais avec tout ce que les participants nous ont dit et les difficultés qu'ils avaient, nous avons introduit ces jeux de rôle et nous avons pris aussi des centres à côté pour aller faire la pratique sur le terrain.
Donc, au cours de notre formation, nous avons dû changer le déroulé de la formation en ajoutant d'autres méthodologies pour permettre à tous les participants de mieux appréhender le processus pour qu'une fois de retour sur le terrain, la formation puisse se passer correctement. Ceux qui nous ont aidés vraiment à améliorer la formation, à permettre aux gens de mieux assimiler cette formation, c'était les autres participants, les autres formateurs qui ont accepté que nous pouvions réorganiser la formation pour permettre à chaque participant d'avoir une bonne compréhension de la formation et qu'à la fin, nous puissions atteindre les objectifs. Donc, le bailleur aussi nous a permis, nous avons discuté avec le bailleur parce que pour scinder les participants en 2 classes, c'est qu'il fallait louer une autre salle puisque ça a été fait au niveau d'un hôtel. Donc, nous avons discuté avec lui pour lui donner les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et ça nous a permis vraiment de scinder la formation et les évaluations journalières au niveau de chaque jour ont permis vraiment de voir qu'il y a eu une amélioration par rapport au niveau des participants. Ce qui nous a surpris, c'est qu'à la fin, vraiment, les participants ont été contents du fait qu'on a tenu compte de leurs besoins pour réadapter la formation et que le déroulé a été un peu modifié. Aussi, il y a eu un enthousiasme de ces participants-là et à la fin, nous avons eu de très bonnes notes au niveau du post-test ou même les participants qui au début avaient des difficultés ont permis vraiment d'avoir de bonnes notes. Et au niveau du suivi post-formation, nous avons vu que l'application au niveau du terrain était bonne, si au moins 90% des participants, ce qui montre que la formation a eu vraiment un impact positif et que tout le monde a compris le processus. Une fois de retour sur le terrain, l'application a été faite correctement. Les leçons apprises, c'est que lorsque nous faisons un déroulé de formation, il faut tenir compte toujours des besoins de participants pour pouvoir réadapter ces différentes formations-là, afin à la fin d'atteindre les objectifs qui nous sont assignés. La nécessité de tenir compte, de travailler en harmonie avec les autres participants. Lorsque nous avons des difficultés, il ne faut pas hésiter à faire recours aux bailleurs pour nous aider vraiment à réorganiser la formation en tenant compte des besoins de ces participants-là. La nécessité aussi de mettre plus de technicité et de faire moins de cours présentiels, d'aller sur le terrain des jeux de rôle. Tout ça permet vraiment une bonne maîtrise de la formation. Et à la fin, je crois que les objectifs sont souvent atteints. C'est ce que j'avais à partager avec Merci vous. beaucoup, Ndeye Marie Adama Bassabi. Rappelez-nous votre fonction, organisation, ville et pays. Je suis au Bénin, ministère de la Santé du Bénin, secrétaire général du ministère. Merci. Ancienne directrice du PEC, ancienne pôle focale du ministère. Alors, juste, Daoun Patrice Koulibaly vous demande une précision. Quel était le thème de la formation? Le thème de la formation, je l'ai dit au début, le processus d'analyse et de planification centré sur l'équité en vaccination. Nourfaté Ompalenfo vous dit merci Marie, vous dites avoir ajouté d'autres méthodologies à partir du jour 2. Quel changement avez-vous apporté en plus d'avoir scindé le groupe? Oui, en plus d'avoir scindé le groupe, nous avons fait les jeux de rôle, comme je l'ai dit, et nous sommes allés sur le terrain pour pouvoir faire les pratiques au niveau de certaines formations sanitaires non loin du lieu de formation. Et Franklin Gislain Yangoro a une question pratique. Déjà, il vous dit merci. Ensuite, une question, est-ce que le fait de scinder les participants en 2 groupes a-t-il demandé des frais supplémentaires? Je l'ai dit tout à l'heure, ça a demandé des frais supplémentaires parce qu'il fallait une salle qui n'était pas prévue. C'était une seule salle qui avait été louée. Donc, il fallait discuter avec le bailleur, lui expliquer la situation et permettre, nous autoriser à prendre la 2e salle pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, il y a eu des frais supplémentaires, mais qui sont restés quand même dans la cagnotte prévue au début parce que nous n'avons pas eu tous les participants prévus au début, au cours de cette formation. Donc, on a pu prendre ces ressources des PEDIEM pour pouvoir prendre Seydou une nouvelle Amadou salle. Traoré a une dernière, peut-être c'est la dernière question, je ne sais pas. Alors, je retrouve la question de Seydou. Et est-ce que vous avez reçu les TDR, donc termes de référence, avant la formation pour sélectionner vos participants? Oui, nous avons fait les TDR avant pour sélectionner les participants. Et nous avons eu tous les participants, mais tout le monde n'a pas répondu présent à l'appel.
Donc, il y avait au début, c'était prévu 55 participants, mais nous avons eu à la fin 50. Et les niveaux variaient. Merci, merci beaucoup. Vous avez les félicitations d'Oumar Traoré qui demande quelle était la période de la formation. Donc, le docteur Traoré Oumar de la Guinée-Conakry. La période de la formation, c'était juillet 2020. Nathalie Koundi-Bouanga vous demande les participants étaient au nombre de combien dans chaque salle? 25 pas participants. On était 50 au début. Maintenant, quand on a scindé, c'était 25 participants avec 2 facilitateurs. Alors, je suis ravi de voir Bourema Kaboré. On connaît sa diligence et sa ponctualité. Et là, il a dû avoir des soucis techniques. Alors, on me dit que je ne peux pas fermer les micros, enfin, activer son micro sans désactiver le micro de quelqu'un. Allez-y. Oups, voilà. Ah, zut. Allez-y, Bourema, qu'on puisse... oui. Donc, oui, bonjour, j'ai fait vraiment une confusion de programme parce que j'utilisais le programme. Ok, donc malheureusement, je crois qu'on a perdu notre modérateur avec du fait d'un souci technique. Il y a un modérateur suppléant. Je crois que c'était très... Okay. Oui, merci beaucoup pour cette façon de gérer. J'excuse aux participants. Alors, Bourema, donc Ndeye Marie Abassabi a parlé. On a entendu Ilyassa également. Tous les autres panélistes doivent vous présenter leur histoire de réussite. J'ai vu une question. Alors, on attend aussi le docteur François Gass. Donc, je vais te passer le relais, Bourema. Et donc, je propose de faire Annick, Franck, Joël et ensuite Mamadou Bayo Koulibaly. On est à la 22e minute, donc il nous reste 23 minutes, ça fait 5 minutes par intervenant, y compris les questions. Donc je vous demande de résumer votre histoire et que Bourema va s'assurer que chacun des intervenants pourra prendre la parole et que la séance se terminera donc en temps et en heure à la minute 45. Je quitte donc la table et je laisse le modérateur attitré prendre le relais. Bourema, c'est à toi. Ok, merci. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un volontaire pour partager son expérience ou en tout cas partager son expérience? Oui. Monsieur Franck Monga. Oui, merci beaucoup, Kaboré. Moi, c'est Franck Monga. Je suis médecin-chef de district dans la ville de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Nous allons essayer de vous partager notre petite expérience. Après la formation sur l'exercice 1, on avait un défi majeur qu'il fallait voir comment améliorer la couverture vaccinale pendant la période de Covid. Alors, l'analyse est faite au niveau de notre district sanitaire en comparant les données de l'année 2019 et l'année 2020. Nous nous étions rendus compte qu'il y avait moins d'enfants qui étaient vaccinés en 2020 suite à la perturbation des activités par la pandémie de Covid-19. C'est ainsi que j'avais pris les projets qui a été élaboré lors de la formation qu'il fallait organiser des briefings avec les acteurs de terrain. Alors, lors de la revue mensuelle, j'avais fait une restitution d'abord aux membres de l'équipe cadre de notre district sanitaire, voir ce qui va être mené au niveau du district et aussi la restitution aux infirmiers titulaires et les présicosa des aires de santé. Et la troisième formation, le troisième briefing s'est réalisé avec la communauté. Dans notre zone de santé, nous avons les cellules d'animation communautaire qui se sont regroupées au niveau des villages ou des blocs. Alors, nous avons fait la restitution de notre projet sous forme d'échange d'expériences à travers les idées partagées par les collègues lors de la formation. C'est ainsi qu'on s'est focalisé comment on pouvait mener des activités dans les aires de santé, comment réorganiser les séances de vaccination en tenant compte du contexte de Covid-19. C'est ainsi qu'on a essayé de réorganiser les séances après les briefings, qu'il fallait mettre les séances de vaccination dans chaque bloc en travaillant avec la communauté. Alors,
mon rôle en tant que médecin-chef de district, il fallait accompagner les IT. La formation s'est déroulée en cascade. On a commencé avec les membres de l'équipe cadre. On a formé les infirmiers titulaires. Et à leur niveau, ils sont allés dans la communauté former chaque cellule d'animation communautaire. Notre district sanitaire a 100 cellules d'animation communautaire. C'est ainsi qu'on a essayé de planifier les séances avec les membres de la communauté. L'idée est arrivée, je salue l'idée d'un scolaire de la Côte d'Ivoire qui avait partagé son idée, comment il avait organisé les séances en Côte d'Ivoire. J'avais trouvé que c'était aussi intéressant qu'il fallait travailler avec notre équipe. Alors, on a eu à travailler dans les 2 mois, novembre et décembre, comment organiser les séances, parce que l'écart était important en termes d'enfants vaccinés pour chaque antigène en comparant les 2 périodes. Premier semestre 2019 et premier semestre 2020, la pandémie a eu à perturber les choses. Imaginez quand il y a un confinement de 3 jours et si par jour il y a des structures qui devaient vacciner, comme nous avons 77 formations sanitaires qui vaccinent, les jours de confinement, donc il y a 77 structures qui ne vont pas vacciner. Si chaque structure devait vacciner un seul enfant, donc on a 77 enfants qui ne seront pas vaccinés. L'idée pour nous, c'était de voir comment on pouvait réorganiser les services et voir comment récupérer les absents au rendez-vous. Et en mettant les services dans les cellules d'animation communautaire, nous avons été surpris en voyant le nombre d'enfants vaccinés. Donc, pour les 2 mois, on a eu à vacciner beaucoup d'enfants au BCG, plus de 540 enfants vaccinés au BCG dans les cellules d'animation communautaire, dont les séances ont été organisées au niveau de la communauté. Alors, pour nous, oui. Oui, on s'excuse, chaque présentateur a 5 minutes. Je crois que vous avez déjà fait 5 minutes. On va vous donner peut-être 2 minutes pour terminer rapidement. Voilà. Alors, on a été surpris de voir le nombre d'enfants vaccinés et aussi plus de 600 enfants vaccinés au VAR. Pour nous, on a trouvé que c'était important de partager cette expérience. L'idée est venue d'un scolaire de la Côte d'Ivoire et en les mettant en pratique, on s'est rendu compte qu'on a eu à récupérer beaucoup d'enfants. Donc, je salue vraiment cette manière de faire. Notre formation s'est déroulée en termes d'échange d'expérience pour que la communauté puisse capitaliser cette formation. Parce que les séances se déroulent dans la communauté et en impliquant les cellules d'animation communautaire, c'est eux qui étaient les acteurs qui identifiaient les lieux où on devait mener l'activité. C'est eux qui sensibilisaient les parents pour que les parents amènent les enfants dans la communauté. Je pense que je ne sais pas s'il y a des préoccupations vu le temps qu'on a. Ok, merci. Il y a Raïssa Marie qui voulait partager son expérience. Je ne sais pas, est-ce que... Alors, 15 minutes, hein, donc ça à 45. Oui, pour Raïssa, chère Raïssa, donc déjà merci de proposer de partager votre expérience. Je vous souhaite de résumer cette expérience dans le chat, donc par écrit, parce qu'on a plusieurs intervenants, donc des panélistes qui avaient proposé de partager leur récit, donc de comment ils ont mis en œuvre leur projet Teach to Reach. Et donc, ils sont à la table et c'est Bourema va donc leur donner la parole après Franck, donc Joël, oui, Annick, Joël et ensuite Koulibaly. Ok, merci Reda, merci pour cette précision. Donc, Annick. Allô? Oui. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, la parole est à vous. Bonjour. Oui. Bonjour, je suis Annick Bali, coordonnatrice du programme élargi de vaccination au niveau du district sanitaire d'Aboisseau. C'est dans la région du Sud Comou en Côte d'Ivoire. Mon projet ou la formation que j'ai développée ici, il s'agissait d'améliorer la gestion des outils, les outils utilisés en vaccination. Et mon rôle, c'était de servir de facilitateur et de coordonnateur. Et comment s'est déroulée la formation? J'ai vu que avant la COVID, on avait pour habitude de mener les formations en présentiel, où il s'agissait de réunir tous les responsables de la vaccination du district. Et puis, bon, dans une seule salle, les facilitateurs sont là, les présentateurs,
ils font la présentation et puis les autres prennent note. Et j'ai vu que on parlait, mais quand ils retournent dans leur centre, rien ne change parce que quand on va lors des supervisions pour la qualité des données et de la gestion des outils, on constatait que les mêmes erreurs revenaient. Donc, avec la COVID qui est entrée en masse en Côte d'Ivoire, on ne pouvait plus faire les séances en présentiel. Donc, je me suis dit, donc, tiens, c'est une bonne occasion de mettre en pratique tout ce que j'ai appris à Teach to Reach. Donc, pourquoi ne pas faire une formation au cas par cas? C'est-à-dire quoi? Aller dans un centre, faire une visite formative et le contenu de cette formation-là était décidé par l'agent lui-même. On réunissait tous les agents qui étaient impliqués, soit dans la vaccination ou pas, et tous ceux qui, en tout cas, qui faisaient partie du centre. Et puis, bon, chacun décidait, bon, on décidait ensemble du contenu de la formation. Où il y a les points d'ombre, on se faisait fort de lever ces points d'ombre-là. On discutait et puis on trouvait ensemble des solutions. Et eux-mêmes, ils parlaient de leurs problèmes, des difficultés qu'ils avaient, puisque les difficultés ne sont pas pareilles d'un centre à un autre. Donc, chaque centre énumérait ses difficultés et toi-même, tu trouves la solution adaptée par rapport à tes difficultés que tu rencontres sur ton terrain, bien sûr. Tu trouves les solutions qu'il faut. Et c'est comme ça qu'on a fait cette formation-là. Et excusez-moi, je cherche la question suivante. Et les défis, bon, il faut dire qu'on n'a pas véritablement rencontré de défis, hein, parce que les agents de santé ont trouvé que c'était une belle initiative, parce que ça leur permettait d'être impliqués véritablement dans cette formation-là. Ils n'étaient pas distraits, ils répondaient eux-mêmes à leurs propres questions, et puis nous, on appuyait. Et puis, bon, j'ai été aidée dans cette formation-là par des consultantes, les consultants UNICEF qu'on avait en ce moment au niveau du district, qui m'ont vraiment apporté leur soutien et qui ont éclairé aussi certains points d'ombre, qui ont donné certaines informations qu'on n'avait pas. Et bon, ce qui m'a vraiment surpris, bon, ce qui m'a surpris, c'est que vraiment les gens avaient besoin de ce type de formation-là. Ils ont réclamé ce type de formation et ça a apporté des changements. Ça a apporté des changements tant bien au niveau de la couverture vaccinale. Et je pense que nous allons retourner encore à partir de février pour vérifier au niveau de la gestion des outils. Voilà, je pense en général, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, s'il y a des questions pour pouvoir aller plus en profondeur. Voilà, merci. Ok, merci Annick. Nous allons donner la parole à Joël pour partager son expérience avant que vraiment on ne puisse discuter globalement vu le temps qui nous reste. Donc, Monsieur Joël Oulbéré, vous avez 5 minutes. Bonjour Bourema, bonjour à tous les participants. Moi, c'est Joël Oulbéré, je suis le médecin-chef du district de Massaguet. Je suis aussi, dans le cadre de la formation scolaire, le team leader. Et j'ai eu à mettre en œuvre un plan qui a été élaboré lors de l'exercice Teach to Reach 1, dans lequel nous avons envisagé réduire le taux d'abandon, les taux d'abandon aussi bien spécifiques que global dans le district de Massaguet, disons de 17 en dessous. Et donc, c'était à l'occasion d'une session de monitorage des activités que nous avons constaté que nous avons un écart très important qui a été induit et qui s'accentuait avec la situation de Covid. Et il fallait donc réfléchir à une stratégie. Et Teach to Reach a été une grande opportunité qui nous a réveillé l'esprit en pensant surtout au moteur à idées. Beaucoup ont fait des suggestions là-bas qui nous ont réveillés et nous nous sommes dit qu'il fallait donc organiser une formation des acteurs, pas en les regroupant comme on en a l'habitude. Il fallait faire des formations séquencées de 30 minutes à 1 heure sur des présentations précises. Nous avons d'abord 3 thématiques.
La première thématique, c'est la planification, comment réussir une bonne planification globale, parce qu'on s'est rendu compte que les gens ne... La planification des sites, c'est l'utilisation des échéanciers. Et la troisième formation que nous avons eu à dispenser, c'est disons, la recherche active des cas à partir des listings qui sont faites et la mobilisation de certains relais. Donc, la formation s'est déroulée selon le modèle que nous avons eu au cours de la formation. Nous avons pris en compte la phase préparatoire où nous sommes allés prendre les différentes idées concordantes dans la boîte à idées pour le confronter avec nos réalités, élaborer le projet de formation en prenant en compte les écarts d'enseignement qui ont été observés sur le terrain. Il faut situer que dans notre contexte, les vaccinateurs ne sont pas forcément des personnels qualifiés. Et donc, il y a une différence notoire qui s'établit entre un personnel formé et celui qui n'est pas vraiment véritablement formé. Et donc, nous avons focalisé notre formation sur ces écarts de compétences en prenant en compte chaque groupe en fonction de leur écart. Et nous avons donc dispensé ces cours essentiellement 1 heure de regroupement pour expliquer de fond en comble comment on peut faire une planification en prenant en compte les différents points saillants d'une planification. Et nous avons laissé répartir les différents intervenants dans les groupes où ils ont travaillé avec leurs pairs, les pairs. Ils ont d'abord travaillé, ils ont présenté à des pairs qui ont critiqué leur approche et ça a permis à chaque personne, à la fin de la séance de planification, d'avoir une idée précise de comment faire une planification de qualité de site. Et chacun avait déjà la maîtrise. Monsieur, je veux une minute. Ok. Alors, donc, c'est un peu ça l'idée. Et les défis que nous avons eu là-dedans, nous avons, pour réussir cette formation, essayé de créer aussi un groupe WhatsApp pour le district. Et il fallait donc mettre en œuvre le processus en utilisant Internet, qui était une manne d'or au Tchad, et aussi les téléphones Android. C'est donc ça qui a constitué notre défi. Et ce qui nous a beaucoup aidé, c'est ce groupe WhatsApp, mais aussi c'est l'appui direct de chaque membre de l'équipe cadre de district qui a été directement impliqué pour organiser la formation, parce que nous les avons élaborés ensemble et ils avaient compris le mécanisme. Comment avez-vous appliqué cela sur le terrain? Chaque acteur est réparti avec ce qu'il a. La planification, nous avons vérifié grâce aux moyens de supervision des différentes... Un dernier mot pour permettre à M. Koulibaly aussi de dire un mot et que on puisse présenter la question aussi. Oui, un dernier mot. Oui. Oui. Recentrer quoi? Oui, donc pour moi, le dernier mot, c'est que la formation fondée sur les écarts de compétences est toujours une réussite si elle est bien appliquée et mise dans, disons, avec un transfert de cet écart-là d'une façon la plus régulière possible. Et je pense que c'est la meilleure stratégie pour nos pays. En tout cas, c'est vraiment intéressant, mais vu la contrainte de temps, on est obligé de couper. Voilà, donc on va demander à M. Koulibaly Mamadou de partager son expérience avant qu'on ne passe en tout cas aux questions et aux mots des participants. M. Koulibaly, vous avez la parole. 5 minutes, ou bien on va vous dire même 4 minutes. Moi, je ne vous entends pas. Je ne sais pas si les autres vous entendent.
On n'entend pas, on n'entend pas. Monsieur Koulibaly, cliquez sur quitter sur l'écran noir et puis vous vous reconnectez peut-être, sinon on ne vous entend pas. C'est un problème de connexion. Ou bien est-ce que vous avez désactivé votre micro? Vous avez activé votre micro? Monsieur Koulibaly? Monsieur Koulibaly Bayo? Monsieur Koulibaly Bayo? On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Non. Quittez. Est-ce que vous nous entendez? Ah, ok, donc mais nous, on ne vous entend pas. Donc, on suggère que vous cliquez sur quitter là pour en fait revenir. Peut-être en attendant que M. Koulibaly puisse se mettre en position qu'on puisse l'entendre. Il y a Franck Monga qui dit que l'écart constaté entre deux périodes. Je ne sais pas si je pense que c'était sur la présentation de Annick. Il y avait en tout cas un écart important entre 7100 enfants vaccinés au BCG au premier semestre de l'année 2019 contre 3600 enfants vaccinés pour le même antigène pour la même période en 2020. Je ne sais pas si Annick peut peut-être dire un mot là-dessus. Ensuite, il y a Patrice aussi qui dit que, bien compris Annick, mais est-ce qu'il peut savoir s'il y a eu des échanges préalables entre les participants parce que vous aviez un contenu qui était choisi par les participants. Est-ce qu'il y a eu des échanges entre les participants au préalable? Et ensuite, bon, Ali Diop, en tout cas, a félicité et a dit vraiment que le coaching sur site était vraiment la meilleure formule. Sokondo Tafere, en tout cas, qui dit que tous les problèmes de... Non, il avait des problèmes de son, je pense que c'est un problème de connexion. La plupart, c'était vraiment des félicitations. Et Annick, merci pour votre expérience très pratique et enrichissante. Voilà, bravo à Annick. Merci pour l'exposé. Vraiment, je pense que la plupart, c'était vraiment des félicitations. En attendant que Koulibaly puisse se mettre en position de pouvoir nous exposer son expérience. Voilà, il y a John qui pose la question, est-ce que tous les enfants qui ont un carnet de santé, est-ce que tous les enfants ont un carnet de santé? Si oui, comment se fait la notification pour voir quels sont réellement les enfants qui ont manqué le rendez-vous? Voilà, allô? Il y a... Oui, allô? Bon, je ne sais pas si je peux répondre. Bon, j'étais en train de faire le point des questions en fait, que les gens ont posées. Et maintenant, si en fait, le temps permettait, on allait pouvoir en fait, répondre. Voilà, il y a Raïssa qui a partagé en fait, son expérience sur le chat. Il dit que mon projet porte sur l'introduction et le rattrapage des enfants de moins d'1 an dans le PEV avec les connaissances acquises lors de la certification de niveau 1. Bien identifier les cas d'apprentissage qui étaient l'environnement. En effet, les préjugés et la perception sociale vis-à-vis de la vaccination étaient notre principale barrière. Voilà, il y a Alpha qui dit merci. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour assurer les mères pour accepter la vaccination? Voilà. Bon, Raïssa a continué avec son expérience, a partagé son expérience. Je pense qu'on peut vraiment profiter de cela. Et félicitations en tout cas à Joël Oubéré pour la brillante présentation. Voilà, je veux mieux comprendre quand Joël dit que les vaccinateurs ne sont pas qualifiés. Quelles sont les qualifications d'un vaccinateur? Et voilà. Nous n'avons plus de son pour le Bali. Voilà. Donc, je pense que essentiellement, c'est des questions que en fait, j'ai pu recenser. Voilà. Donc, félicitations encore aux présentateurs. Et je pense que ceux qui ont des questions peuvent peut-être réagir. Sophie Koulibaly pour partager.
Oui, on vous entend maintenant. On vous entend, mais Reda qui veut dire quelque chose. Reda veut dire quelque chose, on va lui permettre de dire le mot. Très rapidement, donc je remercie déjà et je félicite donc les personnes qui ont présenté. C'est vrai qu'en 45 minutes, on a à peine le temps d'amorcer la discussion, mais vous savez qu'il y aura d'autres occasions. Donc j'ai hâte d'entendre Coulibaly. Simplement un point d'ordre. Donc à 45, le réseautage est de nouveau ouvert, mais c'est pour vous encourager à rester des minutes supplémentaires pour écouter Coulibaly et puis ensuite ne pas louper le prochain début des sessions. Donc à 11h heure de Genève, c'est-à-dire dans 15 minutes, il y aura 2 nouvelles sessions qui vont apparaître quand vous cliquez sur l'onglet Sessions. Donc voilà, c'est juste un point d'ordre. Merci également à Boureima pour sa modération. D'accord, bonjour tout le monde. Merci Reda. Moi, je suis Mamadou Bayo Coulibaly, je suis spécialiste en médecine des familles, médecine communautaire et je suis directeur technique d'un centre de santé communautaire au Mali. Et l'investissement que j'ai pris, c'est identifier les enfants insuffisamment vaccinés afin de leur fournir régulièrement les vaccins dont ils ont besoin. Pourquoi cela? Parce que nous avons constaté qu'en période de Covid, il y avait des mamans qui refusaient, les parents refusaient d'amener les enfants à la vaccination et l'équipe de vaccination à la sortie pour les stratégies avancées nous ont fait savoir qu'il y a beaucoup de cas de refus. Ainsi, nous avons essayé de planifier les activités et j'ai été du début jusqu'à la fin du processus, la planification, l'exécution, la vaccination et la communication. Et le déroulement s'est passé en 3 phases. Nous avons essayé de faire une première évaluation où nous avons constaté que la fréquence des séances des centres fixes avait diminué de moins 40% et le taux de bêta 3 a chuté de 22% et le VAR a chuté de 41%. Ça, c'était une comparaison aux 2 années précédentes en 2019 et 2018. Et ainsi, nous avons essayé de comprendre dans les villages en faisant des enquêtes et les gens refusaient tout simplement parce qu'ils pensaient qu'on allait administrer à leurs enfants des vaccins contre le Covid. Et partant de ça, nous avons essayé de mettre en plan un plan d'action au cours duquel nous avons formé une équipe constituée de moi et les agents vaccinataires, les relais communautaires, les femmes leaders de la communauté. Et après, nous sommes rendus sur le lieu et nous avons sensibilisé tout en respectant les mesures de barrière Covid. Nous avons fait des sensibilisations dans la communauté. Et après la sensibilisation, nous avons introduit des vaccins pour ceux qui avaient manqué la vaccination. Et pour défis, on n'a pas constaté beaucoup de défis. Mais dans la ville, comme c'est une grande agglomération, la recherche active parfois est difficile. C'est ça qui nous a posé un peu de problème au cours de la réalisation de cette activité. Et la 3e étape, nous avons évalué ce que nous avons fait, si ça a pu apporter quelque chose. Et nous avons vu que les indicateurs ont rehaussé. La fréquentation est redéfinie comme normale, 60 femmes par séance en scientifique et 20 en stratégie avancée. Et nous avons constaté que les indicateurs Penta 1, Penta 2, Penta 3 et puis VAR ont rehaussé jusqu'à 130%. Cela veut dire que les enfants qui avaient abandonné, on a pu les récupérer. Et ce qui nous a aidé beaucoup, les autorités communales et administratives, les relais communautaires parce qu'ils sont connus dans la communauté, les responsables des associations féminines et les radios communautaires parce que nous avons fait des émissions à radio en direct et avec la communauté où après 15 minutes, là, les gens nous appelaient pour poser des questions. Et je crois que Titourich nous a beaucoup aidé parce que nous avons pris les stratégies de Titourich, à savoir la disponibilité des vaccins, d'accentuer la formation des vaccinataires et puis la communication, la mobilisation, nous avons mis en place. Et nous avons même mis en place des journées de vaccination pour rattraper les gens qui ne viennent pas. Jusqu'à présent, on est en train de continuer à faire ça. Notre surprise, c'était quoi? Nous avons constaté qu'il y avait une méconnaissance par rapport au Covid, mais ce n'était pas tout. Et lorsque nous sommes rendus dans les villages, nous avons constaté qu'il y avait un village entier qui avait refusé la vaccination. Et lorsque nous avons donné des explications, tout le monde a accepté. À notre grande surprise, nous avons vu qu'il y avait des enfants de plus de 4 mois, 5 mois qui n'avaient même pas commencé la vaccination, mais ils ont tous accepté. Tout le monde a été vacciné. Et la légion a pris ici. Nous disons que tous les refus ne sont pas des refus vrais, c'est-à-dire qu'il s'agit de sensibiliser, de communiquer avec la communauté. Et là, dans la moitié des cas, ils acceptent. Et là, ça se passe très bien. Donc, ma leçon, c'est la sensibilisation et la communication. Merci. Merci, M. Coulibaly, vraiment pour la précision, la concision. Voilà, je pense que les félicitations des participants ne se font pas en fait attendre. En tout cas,
je lis en fait un message en félicitations aux présentateurs et pour en fait la qualité de leurs interventions. Voilà. Maintenant, je pense qu'il y a des questions qui sont en fait soulevées et je pense que voilà, il y a Job qui dit bonne analyse de la situation. Je pense que les communications sont importantes. La communication est importante, mais surtout, c'est l'implication de la communauté dans leur leadership qui permet de faire les résultats. Et merci à Koulibaly pour votre zone. Il demande votre zone, c'est où? Voilà. C'est à Colombo, communautaire, zone communautaire dans la région de Ségou. OK. Et voilà. Donc, le reste, je pense que c'est des félicitations. Et ceux qui ont pu recenser les questions qui leur sont adressées, je pense que c'est le moment de répondre. On va commencer par, on dit charité bien ordonnée, on commence par les femmes. On va commencer par Annick. Et puis, on va revenir à Franck. Franck, je m'excuse par une ségrégation politique. Oui. Je voudrais dire, Naïma, merci aux autres. J'ai pu recenser 2 questions. La première parlait de données. Il faut dire que dans ma présentation, je n'ai pas eu à exposer de données. Donc, je pense que peut-être que la personne s'est trompée, puisque je n'ai pas parlé de données. Donc, cette question ne m'est certainement pas adressée. Mais la deuxième question, il faut dire qu'ici, on n'a pas eu à regrouper les acteurs pour la formation. Nous sommes allés dans les centres de santé. Et il faut dire que dans les centres de santé, un nombre de personnel de santé, soit un infirmier ou une sage-femme à la limite, et puis un aide-soignant. Voilà, donc c'est ce personnel-là. Si on était peut-être au plus 5 personnes, y compris moi et la consultante qui m'accompagnait. Donc, on pouvait clairement respecter les mesures barrières et donner une bonne formation, d'autant plus qu'on avait du temps pour répondre aux questions de chacun. Voilà. Donc, je pense que... C'est bon? OK, oui, donc on va passer la parole à Franck. Franck Monga, oui, pour réagir. Merci beaucoup. Je voulais répondre. J'ai mis les commentaires dans le chat. C'était pour répondre à la question qui m'a été posée. Quel a été l'écart constaté? C'est ainsi que j'ai mis, en comparant les 2 périodes, on avait constaté qu'on avait vacciné beaucoup d'enfants en 2019 comparativement à l'année 2020. C'est l'écart que j'ai signifié. Et ce qui avait suscité l'importance, comment réorganiser les séances de vaccination avec l'implication des cellules d'animation communautaire. Et en organisant ces séances de vaccination, c'est resté même intégré dans notre microplan pour l'année 2021. Nous pensons que cette manière de faire un mouvement par rapport aux mesures barrières, il ne faudrait pas avoir beaucoup de mamans au niveau de la structure. Et aussi, la deuxième préoccupation, on m'a posé la question combien d'infirmiers titulaires que vous avez. Nous avons 19 aires de santé, c'est 19 infirmiers titulaires. Et la troisième, comment cette formation a été organisée avec la communauté. Donc, chaque aire de santé a le nombre de cellules d'animation communautaire. Nous, on avait à former les IT et les présidents de CODESA. C'est à leur tour, ils ont eu à former chaque CAC, comment il fallait réorganiser les séances de vaccination. Il nous reste 5 minutes. Vous avez 1 minute pour terminer, M. Franck Monga. Oui, c'était les 3 préoccupations qu'on m'a posées. Donc, c'est un peu cette situation. Merci, M. Franck Monga, pour vraiment cette précision. Joël Oulbéré, vous avez la parole. Vous avez 2 minutes. Bonjour. Je n'irai pas aux 2 minutes parce que la question qui m'a été adressée était de savoir la qualité que nous utilisons dans le contexte non qualifié. Ce n'est pas une qualification spécifique à la vaccination. En principe, le travail de vaccination devait être fait par un personnel formé, c'est-à-dire un personnel de santé formé. Dans le contexte syrien, ils ne sont pas forcément des personnels formés. Il y a des secouristes qui interviennent pour faire la vaccination. Et donc, quand on met le personnel formé ensemble avec les secouristes, on a parfois un problème d'acquisition qui se pose. Et donc, c'est prenant en compte la diversité de ceux qui composent
les acteurs que nous avons essayé de calibrer les écarts d'apprentissage pour pouvoir répondre à leurs attentes. Donc, je pense que c'est bon, on peut se satisfaire de cela. Dans tous les cas, le débat continue dans d'autres cadres au cours de la conférence. Merci beaucoup. Monsieur Koulibaly, merci. Donc, il y a des questions qui me sont adressées. Il y a quelqu'un qui a demandé la source d'information pour les enfants insuffisamment vaccinés. La source, c'est les rapports mensuels. Il y a les cibles qui sont là mensuelles que nous devons atteindre. Et puis, nous avons comparé les données aux 2 années précédentes, 2018-2019. Donc, nous avons vu un écart de moins 20%, moins 40%, moins 30%. Donc, la source d'information, c'est les registres des sports primaires, les rapports mensuels. Maintenant, la stratégie que nous avons utilisée pour atteindre les enfants, pour la deuxième question, nous avons fait les portes en porte. Moi-même, je portais les portes vaccins pour aller vacciner les enfants. Nous avons fait les portes en porte pour les enfants qui sont insuffisamment vaccinés et qui avaient raté les séances de vaccination. Et les relais étaient devant nous parce que les relais connaissaient la famille et puis les associations des femmes, les responsables connaissaient les familles. Et nous avons fait les portes en porte, nous avons fait la sensibilisation et les gens ont accepté. Et là, nous avons donné les avantages de la vaccination et après, nous avons donné des informations sur la COVID. Donc, c'est ça qui nous a permis de vacciner tous les enfants. OK. Bon, mais je vois que Reda est parti et il voulait dire que certainement quelque chose. Mais je pense que c'est bon et nous sommes dans le timing. Nous devions aller à 56 à ma montre. Donc, je pense que, en tout cas, au cours de cette session, nous avons eu en tout cas de très belles expériences avec des qualités de présentation vraiment qui est en tout cas qui est vraiment importante. Et je pense que tous les participants seront d'accord avec moi que nous n'avons pas perdu du temps, en tout cas à suivre des expériences qui ont été partagées et qu'à poursuivre, ça va nous inspirer sur nos pratiques dans le futur. Voilà. Donc, l'expérience continue. Je vais dire félicitations aux présentateurs et merci en tout cas aux participants qui ont participé activement, qui ont fait des commentaires encourageants et qui ont félicité également en tout cas les participants. Encore merci à tous et bonne suite de la conférence. Merci.